Let's go. Moi, j'aime bien aller en début d'année regarder ce que nous dit la presse sur la conjoncture et l'ambiance. Alors, il y a des journaux à lire et des journaux à pas lire. Moi, j'ai dû prendre ceux à pas lire. Souci de pouvoir d'achat, ravage de l'hyperconnexion, perte de sens au travail, tensions sociétales inquiétantes, désordres mondiaux, guerres, catastrophes naturelles, crise sanitaire, impact sur les familles du grand âge dépendant, détresse psychologique, transformation à marche forcée des organisations. J'arriverai même pas au bout, tellement ça fait mal. Mais c'est le contexte qui nous est décrit par les Échos aujourd'hui. Alors ensuite, on va chez BFM. Chez BFM, c'est toujours pire. BFM, c'est toujours pire. 2024, année de la bascule dans l'incertitude pour les dirigeants. Selon notre baromètre exclusif réalisé avec un concurrent que j'ai rayé, les dirigeants d'entreprise affichent un moral au plus bas face à l'incertitude économique dans laquelle s'ouvre 2024. On vous dit bonne année et puis ensuite vous lisez les journaux. Et puis donc je suis allé revoir les Échos quand même. Les Échos nous révèlent que le fameux monde VUCA, qui avait eu à peine le temps de se faire connaître, qui était incertain, complexe, volatile et ambigu, a cédé sa place à un autre acronyme. Le BANI ou le FANI en français, c'est friable, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Bonne année! Voilà avec quoi on démarre l'année. Alors comme on vous a promis de vous aérer aujourd'hui, je vais arrêter de vous asséner d'articles de journaux de ce genre. Je vais essayer de vous amener un petit peu de bonheur. Donc pour vous amener un peu de bonheur, j'ai... Ça vous amène pas de bonheur? Pour vous amener un peu de bonheur, j'ai fait appel à Malène Ridal. Et non, alors le monsieur sur la photo, c'est parce que je voulais pas rogner. Je voulais surtout avoir Malène. Malène Ridal, c'est une penseuse danoise qui promeut le bonheur à la danoise et qui, pour ça, véhicule toutes les opportunités de développer l'empathie chez nous tous, parce que pour elle, c'est ça qui fait le bonheur. Et Malène, comme elle aime le bonheur, elle aime être bien, elle s'appuie sur les propos d'un certain nombre d'autres penseurs. Donc je vous propose de découvrir Robert Lehi. Vous ne l'avez pas vu dans Dallas, hein, Robert Lehi. Alors, il a une bonne photo de psychologue américain. C'est effectivement un psychologue américain, réputé pour le coup, même si on ne le connaît pas tous. Et Robert Lehi, il a fait une étude sur des milliers et des milliers de patients en psychologie, psychiatrie. Et il nous dit que statistiquement, 85% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Donc vous étiez arrivé avec 100 problèmes, vous n'en avez plus que 15. Vous voyez, vous serez débarrassé au cours de cette journée de vos inquiétudes. Et alors, il va même plus loin, parce que vous dites, ah ouais, mais il y a quand même les 15% restants. Eh bien non. Puisque sur les 15% restants, 79% des gens considèrent que les choses se sont mieux passées qu'ils ne l'imaginaient. Autrement dit, vous avez quasiment plus de problèmes. Bon, retour à un peu de sérieux. Bon, le pire n'est jamais sûr, c'est ce qu'on peut en retirer. Et il y a quand même une chose sur laquelle vous devez vous interroger, c'est mais les inquiétudes qu'on n'a pas eu le temps d'avoir, ça peut créer quand même des problèmes. Le Covid, moi, j'avais pas eu le temps d'être inquiet. C'est venu d'un coup. Mais ça s'est peut-être mieux passé que prévu. Donc, retour aux choses sérieuses. On sait qu'on est dans une situation morose, voire très morose pour certains d'entre vous. Excellente pour certains, mais morose, voire très morose. La croissance est annoncée à quoi 0,9%, j'évite de regarder tous les jours, mais environ 0,9%. Et pour 45% des patrons, la préoccupation majeure, c'est la rentabilité. En ce moment, le problème, c'est la performance économique. Donc, dans ce contexte économiquement un peu tendu, la question qu'on peut se poser, mais notre entreprise française, comment va-t-elle dans ce monde que nous a décrit les Échos ? Dans ce monde des ravages de l'hyperconnexion, dans ce monde où tout va mal, comment va l'entreprise française ? Donc, petite prise de pouls. Effectivement, je représente l'entreprise française par un coq, ou plutôt une poule. J'ai toujours été en difficulté. J'ai toujours été en difficulté
depuis le primaire pour faire la différence entre les deux. Bon, quoi qu'il en soit, on veut se poser la question de savoir comment va l'entreprise dans ce contexte qu'on décrit. Dans ce contexte qu'on décrit aujourd'hui. Alors quand on parle de l'entreprise, c'est l'institution entreprise, hein, l'entreprise avec un grand E, l'entreprise au sens large. Alors des institutions, il y a l'entreprise, il y a l'État, il y a fut-il un temps la religion. La religion qui constituait un repère important pour les populations et qui, dans notre société d'aujourd'hui, ne constitue plus trop un repère. Et puis on a évidemment une autre institution qui est l'institution de politique. Le pouvoir politique. Alors le pouvoir politique aujourd'hui, cette institution, elle est un peu en difficulté sur un certain nombre de sujets. De police, de justice, d'éducation, de transport, de santé, avec un certain nombre de mouvements dans les dernières années, plus ou moins violents, qui ont mis un peu à mal la crédibilité d'un État protecteur fort. Du coup, en France, la confiance dans le pouvoir politique, en fait, elle est extrêmement faible. On est les champions d'Europe de la défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Le CEVIPOF, cet organisme, mesure chaque année la confiance que vous avez en tout. Alors, ils vont très loin. Hein. La confiance que vous avez en vos voisins, c'est mesuré chaque année, depuis 20 ans, par le CEVIPOF. Mais le CEVIPOF nous dit qu'à 75%, les Français n'ont pas confiance dans les institutions politiques. Ça s'appelle la démostalgie. Hein, vous n'aurez peut-être pas rapporté une idée chez vous ce soir, mais vous aurez apporté un mot. Moi, je ne le connaissais pas. Ça s'appelle la démostalgie. Donc, dans l'équilibre des pouvoirs et dans l'équilibre des influences ou des repères, que donne l'entreprise ? L'entreprise, elle tire plutôt bien son épingle du jeu. Alors, je demande à l'entreprise, d'après le CEVIPOF, quel est le taux de confiance des Français dans l'entreprise ? Donc, d'après le CEVIPOF, 80% des Français ont confiance dans l'entreprise. Et oui, madame, c'est plus que la gendarmerie. On a confiance à 77% dans la gendarmerie et à 80% dans l'entreprise. Donc si vous croisez un gendarme ou qu'un gendarme vous attrape, vous lui dites bon, il y a quand même 23% des gens qui n'ont pas confiance en vous, donc lâchez-moi. C'est une chose que j'essaierai prochainement. Donc l'entreprise, en termes de confiance, elle tire plutôt son épingle du jeu. Elle tire plutôt son épingle du jeu en termes d'action. On a tous vécu, c'était il y a 4 ans, hein, la difficulté d'approvisionnement des masques par l'État français qui était en grande difficulté. Un beau jour, la distribution s'en est mêlée et comme par hasard, du jour au lendemain, on a réussi à avoir des masques. Donc cette entreprise, elle a une capacité d'action relativement forte. Pardon. On la décrit de temps en temps, l'entreprise, si vous lisez la presse People, les articles nous décrivent l'entreprise à coups de quiet quitting, de grandes démissions, d'obsession du profit, de destruction de la planète. Et quand on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez de votre entreprise, qu'est-ce que vous pensez de votre emploi, déjà ils ont confiance dans les entreprises, et puis en plus, ils sont plutôt satisfaits de leur emploi. Donc moi, je vais chercher des statistiques et c'est Opinionway qui mesure début 2022. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi ? 75% sont satisfaits de leur emploi. Positivons, 75% sont satisfaits de leur emploi. Un autre institut, Kantar, s'y met un an plus tard, fait exactement la même mesure avec la même question et dit 77% des Français sont satisfaits de leur emploi. Alors, je vais arrêter de faire de la publicité pour les instituts de sondage parce que ça sera Opinionway, Kantar, Ipsos, IFOP, tout ce que vous voulez. Il y a juste quelques statistiques qu'il faut éviter de temps en temps, parce que beaucoup de gens font des statistiques. Hein. Il y a GG Lastat qui fait des statistiques sur son réseau Instagram, qui interviewe tout son réseau, constitué essentiellement de ses camarades de promo. Donc très représentatif en matière de catégories socio-professionnelles et qui sort des statistiques. Donc attention aux statistiques qu'on regarde. Puis quand on regarde les statistiques, prêtez attention à aller au fond des choses. Hein. Aujourd'hui, on nous dit, pour 34% des Français, leur rapport au travail s'est dégradé dans les 3 dernières années. Alors oui, c'est une catastrophe. Les gens n'ont plus confiance dans l'entreprise, ils n'aiment pas leur travail, etc. Pourquoi leur rapport au travail s'est dégradé ? En raison du contexte géopolitique, en raison du Covid, en raison de l'inflation, en raison de retraite.
pas parce que l'entreprise ne leur donne pas de plaisir et de bonheur et d'intérêt dans ce qu'ils font. Donc on a parfois des paramètres exogènes dont il faut faire attention, auxquels il faut faire attention avant de tirer des interprétations. Et quand on regarde ces enquêtes et quand on les regarde qualitativement, l'entreprise, elle est décrite comme un lieu de cadre, un lieu d'action, un lieu de cohérence, un lieu de sociabilité, un lieu où on est obligé de s'entendre pour travailler. S'il y a un endroit où on est obligé de s'entendre aujourd'hui pour travailler, c'est dans l'entreprise. Et donc pour certains, c'est presque un lieu plus paisible que l'environnement extérieur, que le monde qui est un peu plus violent. Et certains vous disent même, bah moi l'entreprise, c'est l'endroit où je peux constater le résultat de mes actions. Normalement. Je dis bien normalement. Donc notre entreprise, elle est plutôt aimée. Je ne sais toujours pas si c'est un coq ou une poule. Vous avez vu qu'on a une passion pour tout ce qui pond des œufs chez Quaternaire. Allez savoir pourquoi. Notre entreprise, elle est plutôt aimée. Et en plus d'être aimée, elle est très attendue. Elle est attendue sur les grands sujets de société, d'inclusion, d'égalité, de sens, de pouvoir d'achat, d'environnement, sur ces grands enjeux. Alors là aussi, il y a des statistiques. 95% des Français attendent que l'entreprise s'engage sur ces grands enjeux. C'est plus fort que l'Allemagne. C'est plus fort que l'Allemagne et que la Pologne. Je ne sais pas si ça vous donne un repère, mais c'est plus fort que l'Allemagne et que la Pologne. Et parmi ces Français, 71% considèrent qu'au-delà de son activité économique, l'entreprise joue un rôle important sur ces enjeux de société. Alors bien évidemment, la condition incontournable pour jouer ce rôle, c'est d'avoir une performance économique. Il faut mieux être un peu durable pour avoir un impact sur les enjeux de la société. Donc on a une entreprise qui est plutôt aimée, qui est plutôt attendue sur les grands enjeux, mais on a une entreprise qui se fait un peu tirer les oreilles, quand même, parce qu'un tiers des salariés considèrent qu'on a encore un écart important entre la promesse, le discours et les actes. Et comme on se pose souvent la question de qu'est-ce qui fait l'engagement des collaborateurs, bah souvent ce qui fait l'engagement des collaborateurs, c'est la cohérence entre le discours et les actes. Et ce qui génère le désengagement, c'est l'incohérence entre le discours et les actes. Donc, on a encore un peu de travail. Et alors, le pouvoir politique qu'on évoquait tout à l'heure, les institutions politiques, sont de retour dans ce débat et évidemment vont légiférer, réglementer au travers des exigences de pilotage extra-financier, de la CSRD. Alors, deux attitudes possibles quand arrive la réglementation. Première attitude possible, c'est je grommelle. Réglementation, pression réglementaire. Deuxième attitude possible, c'est je transforme ça en opportunité de prendre un coup d'avance et en opportunité de m'aider à traduire des objectifs finaux, un discours et une promesse en actes et en comportements au quotidien dans mes équipes. C'est-à-dire que j'accélère le pilotage extra-financier, voire je prends de l'avance et je fais descendre le plus possible dans mes équipes ce pilotage de façon à générer de l'action. Vous aurez le loisir, cet après-midi, à partir de 14h, pour ceux qui sont dans l'atelier sur la RSE et sur le pilotage extra-financier, de découvrir comment accélérer, merci Anne-Laure d'être présente à cet atelier, de découvrir comment accélérer la dimension pilotage extra-financier. Alors quand on parle de responsabilité sociétale, de RSE, de pilotage extra-financier, on pense assez spontanément au green. Voilà, la RSE, c'est le green, la RSE, c'est l'environnement, c'est la sobriété. Et quand on regarde les objectifs de développement durable, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas que le green, santé, éducation, travail décent, égalité, inclusion. Ce sont des sujets qui mettent plutôt en avant la problématique de l'épanouissement des personnes dans l'entreprise. Donc voilà la personne concernée. Alors il y a un récent sondage qui a montré, qui était assez inquiétant sur l'épanouissement. C'était en 2023, qui dit entre 1990
Et 2022, la proportion des gens qui jugent le travail très important dans leur vie est passée de 60% à 21%. Quoi ? Le travail n'est pas si important que ça dans la vie. Ben non, le travail est peut-être pas si important que ça dans la vie. J'ai envie de dire soit il y a un rééquilibrage entre le travail et les aspirations personnelles en dehors du monde du travail. Soit la question qui reste entière, c'est qu'est-ce que je fais pour avoir le maximum d'épanouissement, le maximum d'engagement, comme on le dit beaucoup, dans un monde où, oui, la place du travail a un petit peu reculé. Alors peut-être qu'on arrivera à donner plus d'importance au travail, peut-être qu'on arrivera à inverser un peu cette proportion. Dans ce cas-là, tant mieux, ça veut dire qu'on aura donné de l'importance aux gens, ça veut dire qu'ils se plairont dans leur travail, et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire quelque chose, et dans ce contexte, il faut faire le maximum pour aller chercher de l'engagement et de l'épanouissement. Donc, il y a une très bonne étude qui a été faite récemment sur le sens au travail, qui mesurait, alors c'est une commission qui a été montée avec Senard, Nota, je n'ai pas d'affinité particulière avec Nicole Nota, mais le travail qui a été fait était pertinent, et il disait 29% des collaborateurs ne voient ni le sens ni l'utilité de leur travail. Quand même, je ne sais pas si c'est important ou très important, mais 29%, quasiment un tiers des collaborateurs qui voient ni le sens ni l'utilité, c'est pesant. Donc la solution, elle est bien simple. Retour de la poule, c'est comme avec les poules, si les gens ne trouvent pas de sens, il faut leur en donner. Voilà, on va leur en donner du sens. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met de la RSE, on met de la raison d'être, moi je vais leur en donner du sens, et puis au bout d'un moment, on arrive à quelque chose où on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. La plupart des dirigeants qui ont été sondés disent « moi j'ai fait le job ». Moi j'ai du sens du projet, de la RSE, du green, du machin en pagaille. Et en fait, on a un écart entre des personnes pour lesquelles le management et le contenu du travail sont le critère numéro 1 de satisfaction et d'engagement, et des personnes pour lesquelles peut-être la RSE, la raison d'être, sont le critère numéro 1 d'engagement. Mais on ne peut pas oublier une partie de la population. Alors, les deux populations, on peut les schématiser au travers de... Vous la connaissez ? Alors, c'est pas la photo qui est la plus à son avantage, c'est la première photo qui sortait. Peut-être qu'elle avait passé une petite nuit au poste, Greta, en pleine sortie de panier à salade. Donc c'est Greta, c'est la fameuse Greta Thunberg. Donc Greta, elle représente la première population, le premier profil. Greta, son échelle, c'est la planète, et sa question, c'est suis-je aujourd'hui à l'endroit auquel je puisse avoir le plus d'impact ? Ça, c'est la question de Greta. Et puis en face de Greta, alors lui, vous le connaissez moins. Lui, c'est un greu aussi. Lui, c'est David Graeber. Et David Graeber, c'est celui qui s'est fait connaître, c'est un Américain qui s'est fait connaître pour avoir écrit de nombreux ouvrages sur les bullshit jobs. Les jobs de merde. Voilà. Et alors lui, David, c'est un autre greu, et sa préoccupation à David, c'est son poste de travail. C'est son poste de travail. Lui, son interrogation, c'est ma reconnaissance, mon manager, la finalité de ma tâche, ma santé, ma sécurité. Lui, David, il est très rivé sur son poste de travail. Donc on est plutôt Greta pour certains, puis on est plutôt Graeber pour d'autres. Voilà. Puis parfois on est un peu un mélange. On est tous des greux, mais on est un mélange des deux. Alors la question, c'est chez moi dans mon entreprise, est-ce que j'ai plus de greux comme ça ou est-ce que j'ai plus de greux comme ça ? Alors là, il faut aller chercher dans les enquêtes. Donc là, j'avais cité l'IFOP, j'ai dit que j'arrêtais. L'IFOP a fait une très bonne enquête, alors en posant une autre question qui était de dire qu'est-ce qui fait la fidélisation dans votre entreprise ? C'est encore un autre angle d'attaque. Alors, révélation ou déception, à 80%, c'est la rémunération. On peut se la raconter. On peut se la raconter, on ne l'a pas évoqué dans les greux, mais la rémunération, ça compte.
Donc ce qui se passe chez vous dans vos entreprises au niveau de la rémunération, c'est normal. Ça continue à intéresser tout le monde. Donc ne soyez pas surpris. Par contre, la RSE, la raison d'être, bah, c'est plutôt 22% des gens pour lesquels c'est déterminant. Et alors ce qui est marrant, c'est que ça a baissé un peu quand même. Ça a baissé un peu, de 24 à 22. Et par contre, la reconnaissance au travail, c'est 70%. Le sentiment d'utilité, c'est 60%. Donc on pourrait croire que tout le monde est un peu plus David Grohe que Greta Thunberg. Alors, pas étonnant que le sujet des compétences dont vous entendez parler au quotidien comme un facteur de préoccupation majeur, j'en regarde certains d'entre vous dont je sais que c'est le sujet, pas étonnant que le sujet des compétences ressorte en priorité. L'autre enquête qui a été faite en leur posant la question « Qu'est-ce qui fait votre bien-être ?» Et le sujet de l'acquisition et du renouvellement des compétences ressort comme le facteur de bien-être numéro 1 à 4,1 sur 5 sur une enquête de 15 000 salariés. Bah oui, parce que le bien-être, c'est la porte ouverte de l'utilité, c'est la porte ouverte au résultat, c'est une porte ouverte au plaisir, c'est une porte ouverte à la pérennité. Pour certains, c'est le sésame qui va libérer de l'IA. Parce que si je suis compétent, je ne pourrai pas être remplacé par une intelligence artificielle, puisque mon poste est déterminant. Donc pas étonnant que la compétence ressorte comme facteur majeur. Et bien évidemment, cet après-midi, nous parlerons des compétences pour ceux qui seront dans le deuxième atelier, pour lequel je remercie par avance les témoins. Donc, est-ce qu'on a plus de Graeber? Est-ce qu'on a plus de Greta? Il y a un fort paramètre, vous vous en doutez, sur les catégories de personnel. Hein. Les catégories plutôt A, ils sont impactés à 50% par les sujets de raison d'être et de RSE. Et puis les catégories C, ils sont plutôt impactés à 15%. Mais quoi qu'il en soit, quand on veut se préoccuper d'épanouissement, c'est pas la peine de déverser du grain. C'est pas la peine de déverser du grain de RSE et de raison d'être comme on balance du grain aux poules. Il faut rentrer dans une démarche forcément individualisée en sachant que chaque personne va avoir son approche différente. Elle va avoir sa perception de son sujet de compétence, elle va avoir sa perception de son équilibre pro-perso, elle va avoir ses propres appréhensions par rapport à l'intelligence artificielle, son propre schéma de vie, son propre équilibre pro-perso, et donc on va être obligé de rentrer dans une individualisation. C'est un marketing de l'engagement. Chaque client est différent et il n'y a pas de solution commune pour tout le monde. Et c'était déjà compliqué. C'est les clients qui sont devenus comme ça d'abord. Ils n'avaient pas tous les mêmes besoins. C'était déjà compliqué. Maintenant, les collaborateurs, ils sont comme ça. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins et il va falloir s'en occuper. Donc, une entreprise dans laquelle tout le monde s'épanouit durablement, c'est possible. Par contre, il va falloir s'en occuper. Alors, dans l'entreprise où tout est possible, il y a une question qui est venue se rajouter, c'est celle-ci. Alors, vu en gros, comme ça, c'est moche. En fait, j'ai tapé intelligence artificielle et j'ai pris la première image qui est sortie. Voilà. Donc, vous connaissiez pas ChatGPT, je vous le présente, c'est ce monsieur. Alors, la question de l'intelligence artificielle, évidemment, elle est dans toutes les têtes. Elle est dans toutes les têtes parce que déjà, elle nous touche plus que les révolutions technologiques précédentes. Hein. Ça touche un peu plus les cols blancs que les cols bleus. Donc forcément, les cols blancs, ils se mettent à y réfléchir vachement plus. Ça nous touche tous parce qu'on a peur que nos enfants deviennent débiles et incultes. Parce que dès qu'on leur pose une question, ils vont voir ce que dit ChatGPT. Vous avez des enfants, on dirait. Pardon? Ah oui, ok, je l'avais pas vu comme ça. Donc 75% des entreprises interrogées, ça c'est une lapalissade, envisagent de mettre en place des systèmes liés à l'intelligence artificielle jusqu'à 2027. Vous savez tous, vous êtes tous concernés aujourd'hui. Donc plusieurs questions face à ces angoisses et à ces interrogations. La première, c'est nous on invite à relativiser. On invite à relativiser le phénomène sous plusieurs angles. Un, la capacité de l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez tous fait un test avec ChatGPT pour savoir s'il était réellement intelligent. D'abord, vous avez tapé votre nom pour voir ce qu'on raconte sur vous.
Et puis ensuite, vous avez dit, je vais lui poser une question basique, je vais voir comment il se comporte. Donc moi, j'ai posé une question basique à ChatGPT. Je lui ai dit, écoute, parce que ça fait partie des problématiques qui m'occupent beaucoup l'esprit toute la journée, si je fais sécher 5 t-shirts au soleil et que ça prend 1h10, si je fais sécher 10 t-shirts, ça prend combien de temps? Ouais, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait ça le 31 janvier. Et là, vous vous dites, ils ont vraiment du temps à perdre, ces gens-là. Hein. C'est pour ça que c'est si cher. Ah ouais. Et ben donc, Tchak, il mouline un peu quand même, il mouline un peu, et puis il vous sort une page et demie pour vous dire que ça dépend du vent, machin, des paramètres, du jour de l'année, de l'équateur, etc. Puis à la fin, il vous dit, ça prendra environ 2h20. Donc, et il y a quelque temps, il donnait encore des conseils sur la culture du beurre en branche. Vous pouviez tout lui demander. Donc, un peu moqueur, parce qu'évidemment, il s'améliore au quotidien, mais il y a quand même une chose, pensons-nous qu'il aura du mal à voir, c'est bon sens, humanité, culture. On reste sur un dispositif qui est programmé par nous pour faire des choses. Et relativisons en sachant que c'est quand même pas nouveau. Dans les années 50, on parlait déjà d'intelligence artificielle. En 1997, Deep Blue a battu Kasparov aux échecs grâce à la mémoire des parties qu'il avait emmagasinées. Le big data, le little big data, en fait, le big data de l'époque. Donc on peut continuer à penser que ceux qui auront le talent de savoir utiliser ces intelligences artificielles garderont la main et seront les meilleurs pour augmenter leur intelligence, leur bon sens, leur culture, leur humanité, leur créativité, leur capacité d'innovation. D'ailleurs, certains scientifiques préfèrent appeler l'intelligence artificielle intelligence augmentée, et je trouve que ça résume bien ce qu'on veut en faire. Alors, on peut relativiser. Attention, bien évidemment, l'intelligence artificielle va avoir un impact sur le monde du travail. Hein. Il y a des emplois qui vont disparaître, il y a des emplois qui vont apparaître. La grande question, c'est le solde. L'Organisation internationale du travail nous dit, en fait, l'IA générative ne générera pas de disparition d'emplois au global. Bien évidemment, ce qu'elle appelle le frottement schumpeterien, c'est la disparition d'un certain nombre de jobs et l'apparition d'un certain nombre d'autres jobs. Donc, évidemment, employé de poste, c'est moins tendance que data scientist, mais ouvrier du bâtiment et serveur dans un restaurant, ça a encore de l'avenir. Donc, les ouvriers du bâtiment, ils rigolent bien à railler ChatGPT. La question sur l'intelligence artificielle, c'est plus de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas en faire. La question, c'est comment je peux exploiter son potentiel au plus vite pour en tirer le meilleur, pour apprendre plus vite, pour m'améliorer plus vite, pour avoir plus d'impact. De toute façon, elle est là. Il faut l'utiliser le plus vite possible. Et on parlait des enjeux de société tout à l'heure. Le nombre de sujets sur lesquels on est complètement dépassé par les événements en matière de consommation énergétique, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité routière, en matière de dépendance des personnes âgées, fait qu'on ne sera pas trop deux avec l'intelligence augmentée pour affronter tous ces sujets et pour devenir meilleur sur des sujets sur lesquels aujourd'hui on est en difficulté. Alors par contre, malheureusement, l'intelligence artificielle, c'est une transformation en plus, quoi. On a déjà plusieurs vagues de transformation. Hein. On a la responsabilité sociétale qui augmente, on a l'inflexion du rapport au travail, on a l'intelligence artificielle qui vient s'ajouter, et puis il y a une petite vague quand même qui nous guette, c'est la vague économique. Il y a quand même une grosse vague derrière sur laquelle il faut être prêt à l'affronter. Donc ces transformations arrivent en plus à vitesse grand V, de plus en plus vite, sans prévenir. Il y a un certain nombre de choses qui s'est passé dans l'économie ces derniers mois. Qui démontrent que parfois, une chute de marché, ça arrive vachement vite, et beaucoup plus vite qu'autrefois. Donc il faut être très prêt à affronter ces vagues. Et
On parle beaucoup évidemment d'amélioration continue, on parle d'amélioration continue et on parle de transformation. Il y a un moment où la transformation, en fait, c'est continu. Hein. Je pense que bientôt, on va parler de transformation continue. Parce que la complexité des sujets qui arrivent comme des trains de vagues, elle est absolument incroyable. Donc, transformation continue. Donc, face à toutes ces vagues qui arrivent et qu'il va falloir surfer à plusieurs, qu'est-ce qu'on peut se dire au démarrage de cette journée? Première chose qu'on peut se dire, la performance économique seule, la performance client seule, c'est plus le sujet. Nous managerons la performance de façon équilibrée et nous managerons la performance de façon équilibrée à tous les niveaux de l'entreprise. La perf éco, la perf client, la perf sociale et la perf sociétale. C'est incontournable, c'est impossible de faire autrement. Le deuxième conseil, oui, j'ai changé de la poule. J'ai changé de la poule pour la fourmi. Le deuxième conseil qu'on peut se donner, c'est, vu la complexité des transformations, vu le nombre de qualités qu'il faut rassembler autour d'une table pour les affronter, et vu les compétences qu'il faut autour d'une table pour les affronter, gros match, grosse équipe. Hein. Je sais que j'ai des rugbymen dans la salle. Gros match, grosse équipe. Aujourd'hui, le super patron qui va prendre toutes les vagues à lui tout seul sur son super surf parce que c'est un méga entrepreneur, j'en connais pas beaucoup. Donc notre recommandation, et on en parlera dans l'atelier Codir de cet après-midi, c'est former un collectif fort avec votre Codir. Je ne rentre pas dans le détail, vous découvrirez cet après-midi ce qu'il en sera. Le troisième conseil, je n'ai pas trouvé plus joli comme photo, mais le troisième conseil, il pose la question des managers. Les managers dans tout ça, en fait, c'est tous ceux qui sont sur les vagues, là, et qui cherchent à surfer autant que possible, sachant que généralement, on lui dit, bon, les 4 vagues, c'est pour toi. Lui, où qu'il soit, il prend les 4 vagues d'un coup. Il prend l'IA, il prend le sociétal, il prend la perféco, il prend tout. Donc l'IA, le manager, on lui dit, t'as qu'à être un entrepreneur. Alors c'est déjà dur de trouver un bon codir, mais si en plus il faut 250 entrepreneurs, il faut y aller. Et en plus on les complexe les gens. Je dis un entrepreneur, moi c'est Mark Zuckerberg, c'est des gens comme ça. Moi je n'ai pas la capacité à être un entrepreneur. Donc ils ont tellement de pression les bonhommes qu'il y a un manager sur 2 qui dit moi être manager, si je peux avoir le choix, je vais peut-être arrêter. Bon, ils disent et ils arrêtent. Hein. Il y en a 20% qui disent je suis vraiment intéressé d'arrêter. Donc c'est la crise des vocations. Ah oui, parce qu'à un moment ça devient suffisamment complexe pour qu'on les aide, pour qu'on les accompagne, pour qu'on leur donne la compétence, pour qu'on leur donne l'autonomie et qu'on leur donne ce pouvoir de gérer dans leur équipe ce cadre dans lequel ils ont la capacité à donner du sens et de l'utilité au travail de leurs collaborateurs. Donc aidez vos managers. Et puis j'ai fait les sorties de prison. J'ai croisé Greta Thunberg, qui était en petite étape, puis j'ai croisé l'un de nos amis, Éric Boitel. Donc Éric Boitel, c'est le monsieur que vous verrez ce soir. Donc une expérience un peu transformante avec Éric Boitel, un personnage assez atypique. Et Éric, il abordera une question centrale, c'est comment vous, dirigeants, vous devez prendre soin de vous pour donner le meilleur. Parce que pour gérer tout ce qu'on a vu, il faut être quand même en sacrée forme. Et si le dirigeant chancelle, bon, vous savez par cœur, tout le reste chancelle. Donc venez vous alimenter de bonnes idées. Puis je pense qu'en plus, vous passerez un bon moment avec notre ami Éric Boitel. Donc je vous ai annoncé à peu près le menu de cette journée. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de faire un grand applaudissement pour tous nos témoins.